Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission Accès MRC où on parle des organismes et des services qui sont desservis dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler de feu, d'incendie, car avec moi, j'ai M. Daniel Quentin, qui est le directeur des services d'incendie, vous m'avez dit plus précisément? Du service de sécurité incendie de la ville de Dolbeau-Mistassini et du secteur est de la MRC Maria-Chapdelaine, parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux services d'incendie dans la MRC Maria-Chapdelaine. OK. Donc, il y a un service qu'on appelle le géant, qui couvre les municipalités, si vous voulez, qui partent de Saint-Thomas-Didième jusqu'à Albanel, en comprenant Normandin, qui est la caserne centre. OK. Et d'autre part, nous autres, on couvre à partir du rang 1 d'Albanel jusqu'à la municipalité de Péribonca. Et la municipalité centre étant Dolbeau-Mistassini. Oh, quand même un très grand territoire. On va y revenir d'ailleurs. Mais avant d'être directeur du service d'incendie et ce titre qui est quand même très long, c'est qui Daniel Quentin dans la vie avant Auparavant, j'ai travaillé pendant 16 années à la protection des forêts contre le feu. Donc, Okay. j'étais à la SOPFEU. J'ai travaillé à la Société de conservation du Saguenay-Lac-Saint-Jean au départ. Après ça, c'est devenu une société de conservation, si vous voulez, au Québec. C'est appelé la SOPFEU. Okay. Plus précisément à Robertval. J'ai travaillé au niveau des opérations terrestres et au niveau des opérations aériennes. Donc, j'avais fait les deux secteurs d'opération au niveau des feux de forêt. J'étais en parallèle aussi pompier. J'ai commencé comme pompier volontaire à la ville de Normandin. J'ai été 6 ans pompier volontaire à Normandin. Quand j'ai déménagé à l'ancienne ville de Dolbeau, dans le fond, avant la fusion, j'ai tout de suite intégré les pompiers volontaires de Dolbeau. Et je suis également j'ai été membre fondateur de l'organisme qui s'appelait Sauveterre Maria-Chapdelaine, où on a instauré les pinces de désincarcération et l'évacuation des sauveteurs en évacuation médicale dans la MRC Maria-Chapdelaine. Ça vous connaît quand même, là, les incendies, la sécurité. Ça fait depuis 1984 que je roule ma bosse là-dedans. Puis au départ, qu'est-ce qui vous intéressait à devenir pompier volontaire? Eh mon Dieu, je demeurais dans la rue de la caserne à Normandin. Okay. J'étais chum avec les enfants de M. Pierre Lepiquette, qui était le chef de police-pompier à Normandin. Okay. On restait tout près. Puis c'est comme ça que je me suis intéressé là, à l'incendie. Ouais, très, très tôt. Ah oui, c'est intéressant, Puis en quoi il consiste notre service d'incendie ici? Bien, nous autres, comme je vous disais, on couvre le territoire du rang d'Albanel jusqu'à Péribonca. Donc, c'est composé de pompiers strictement à temps partiel. OK. Donc, on a 70 pompiers à temps partiel, 45 pompiers dans le secteur de Dolbeau-Mistassini pour couvrir, parce qu'on a on a 2 casernes dans le secteur Dolbeau et une caserne dans le secteur Mistassini. La balance pour aller à 70 pompiers sont dans 3 casernes qui sont dans le secteur Est, qu'on appelle. Donc, c'est le secteur opérationnel Péribonca, Sainte-Jeanne-d'Arc et Saint-Augustin. Et on a aussi d'autres municipalités, si vous voulez, comme Saint-Eugène, Saint-Stanislas, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Elisabeth-de-Prou, qui, eux, n'ont pas de caserne. Donc, à ce moment-là, on les couvre à partir de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est le territoire qu'on couvre, composé de pompiers à temps partiel, et on fait l'incendie, la désincarcération, le sauvetage, ce qu'on appelle l'évacuation médicale en forêt. Donc, quelqu'un qui se blesse, un accident de VTT, motoneige, ou simplement va tomber en bas de sa toiture dans un camp où il n'y a pas accès directement par un véhicule routier. Donc, on va être appelé à aller faire ces rangs de sauvetage-là. On fait également le sauvetage nautique, sauvetage sur glace. Oui, on va y revenir à sauvetage ça. espace clos. Donc, on donne vraiment un service qui est très large à la population. Tout ça avec des pompiers à temps partiel. Oui, c'est ça que quand on parle de. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de pompiers temps plein, c'est que des pompiers volontaires qui sont formés. Dans le fond, au niveau des temps pleins, moi qui est le directeur, après ça, j'ai un chef aux opérations puis un chef à la prévention. OK. Donc, ça, le chef aux opérations gère les équipes de pompiers. Le chef à la prévention, lui, s'occupe plus de tous les aspects de prévention qu'on pourra parler tout à l'heure, qu'on donne au niveau de quel service qu'on donne en prévention. Et après ça, en bas de nous autres, c'est tous des pompiers à temps partiel. Donc, ils ont tout un emploi principal ailleurs. Okay. Ils ont une permission de leur employeur de pouvoir quitter leur emploi. Donc, on a des horaires avec des équipes. Ils sont divisés en 4 équipes pour le secteur Dolbeau-Mistassini, en 3 autres équipes pour le secteur Est, qu'on appelle. Et puis, il y a une rotation. Puis, les gens ont la possibilité de se faire remplacer aussi s'il y a un empêchement, etc. Là, ils ont une formation sérieuse. Absolument. C'est 305 heures de formation de base pour être pompier à temps partiel ou volontaire. Ça, c'est vraiment le cours de base, donc aucune spécialité. C'est 305 heures qu'on donne sur 2 ans. Okay. Les soirs, les fins de semaine, donc ça demande beaucoup. Je leur lève mon chapeau parce que c'est pas évident aujourd'hui avec des jeunes familles, le travail qui des fois ils vont aller à l'extérieur. Donc composé avec tout ça, les conjointes des pompiers aussi méritent qu'on leur lève notre chapeau parce que souvent, ça prend des airs louches un peu, comme on peut dire. Ça veut dire que si moi, je suis pompier à temps partiel, j'ai suivi ma formation et là, je travaille, par exemple, en ce moment ici, et il pourrait arriver un appel et là, je dois quitter pour aller... Si vous êtes de garde, comme je vous disais, on a 4 équipes, donc ton tour revient une semaine par mois pour Dolbeau-Mistassini, une semaine sur 3 dans le secteur Est.
Donc, si c'est ta semaine de garde, oui, tu dois répondre. C'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Mais comme je vous disais, vous avez la possibilité de vous faire remplacer s'il y a un empêchement. Ouais. Donc, vous partez de votre emploi, vous partez de votre résidence. Ceux-là qui sont de garde, ils ne doivent pas quitter le périmètre de la ville de Dolbeau-Mistassini ou de leur municipalité, si je parle du secteur S. OK. Donc, ils ne peuvent pas prendre de boissons, ils doivent être prêts en tout temps pour répondre à cet appel-là. Bon. On a environ... on répond dans le périmètre urbain de Dolbeau-Mistassini, ça joue entre 8 et 10 minutes de délai de réponse. Et le schéma de couverture de risque qu'on va parler tout à l'heure, je pense, nous donne 15 minutes de délai. Donc, nous autres, on répond en moyenne à l'intérieur de 8 minutes, ce qui est quand même excellent pour des pompiers à temps partiel. Oui, clairement. Ouais. Est-ce que 2014, ça a été une bonne année pour le service d'incendie? Bien, ça a été une bonne année au sens où on travaille de façon acharnée depuis, je vous dirais, 7 ans à faire beaucoup de prévention. Et la prévention rapporte énormément. C'est tout qu'un investissement parce que, imaginez-vous, on a baissé le nombre de la récurrence des appels incendie, qu'on appelle qualifiés incendie, de 100 appels par année. Donc, on a 100 incendies de moins par année depuis les 10 dernières années. En raison principalement de la prévention qui est faite par nos pompiers. En passant, les pompiers à temps partiel font également cette prévention-là. Donc, c'est des visites. Donc, à toutes les résidences du secteur des villes, des municipalités où ils ont des casernes. Donc, on doit visiter ces maisons-là à l'intérieur de 5 ans. Toutes les résidences doivent être visitées aux 5 ans. Et là, on est dans le deuxième. Le premier 5 ans a été fait, donc toutes les résidences ont été faites. Et là, on a commencé le deuxième tour, si vous voulez. Qu'est-ce que vous vérifiez quand vous arrivez dans une résidence? On vérifie à savoir si les avertisseurs de fumée sont conformes. Est-ce qu'il y a des avertisseurs Donc, le règlement dit que ça prend un avertisseur de fumée par étage. Donc, est-ce que ces avertisseurs de fumée-là sont présents? Est-ce qu'ils sont bien positionnés? Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Ils ont une batterie? Parce que souvent, on se rendait compte, lors des premières inspections, que l'avertisseur de fumée pouvait être là, mais la batterie était à plat, ou il n'y avait carrément pas de batterie dedans. Parce que des fois, ça sonnait quand la madame faisait cuire le steak, mais là, on se rendait compte que l'avertisseur n'était peut-être pas positionné au bon endroit. Donc, on a travaillé avec les gens pour les positionner au meilleur endroit parce que c'est ça qui fait toute la différence, l'avertisseur de fumée, pour sauver des vies. L'avertisseur de fumée, c'est que lui, alors que vous dormez, le feu commence, il va se rendre compte qu'il y a de la fumée bien avant que vous vous en rendez compte, parce que souvent, on va s'intoxiquer avec les gaz nocifs qui sont de la combustion. Il y a des gaz nocifs et on va s'intoxiquer, on ne se réveillera même pas et c'est ça qui va faire la différence si on va survivre à un incendie ou si on va décéder. Donc, l'avertisseur de fumée, c'est de première importance. On a ajouté à ça aussi le détecteur de monoxyde de carbone, parce qu'imaginez-vous qu'on était une des MRC au Québec où il y avait le plus de récurrence au niveau des intoxications au monoxyde de carbone, naturellement parce qu'on a beaucoup de gens qui chauffent au bois. Ouais. Donc, qu'est-ce qui dégage du monoxyde de carbone? C'est de la mauvaise combustion. Donc, si c'est quelqu'un qui a un poêle à bois, puis que le poêle ça va se passer souvent quand le temps, la pression est basse, là, dans ce temps-là, il n'y a pas de tir sur la cheminée, puis quand le poêle est incandescent, quand il vient sur le bord d'éteindre, si le poêle n'est pas conforme, si le poêle est craqué, il peut se dégager du monoxyde de carbone. Et ça, c'est inodore, c'est incolore, c'est inodore, et ça tue. Oui. Donc, c'est pour ça qu'un détecteur de monoxyde de carbone, ça coûte à peu près 25-30 $. Et c'est ça qui va faire la différence, sauver aussi une vie ou pas. Et ça, on doit avoir ça quand on a un système de chauffage au bois, un système de chauffage à l'huile, ou tout ce qui n'est pas un chauffage électrique, dans le fond. Si on parle d'une résidence privée qui a seulement un chauffage électrique, on n'a pas besoin d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Mais par contre, si on a un chauffage à bois, un chauffage à l'huile, ça prend ça. Si on a un garage qui est attaché à une maison, je ne parle pas d'un garage détaché, mais si le garage est attaché à la maison, ça prend ça aussi parce que quand on démarre l'automobile, ça dégage aussi du monoxyde de carbone qui peut s'infiltrer par l'entretoit, qui peut s'infiltrer par les vides techniques, par toutes sortes ça ne prend pas un gros trou pour que ça passe. Et puis encore là, on peut être intoxiqué par ça. OK. Bien, écoute, ça mérite d'être clair. Vous parliez tantôt du schéma de couverture de risque. C'est quoi et comment ça fonctionne, ça? Bien, le schéma de couverture de risque, c'est le gouvernement que, dans le fond, en 2002, je crois, 2003, ils ont fait une loi sur la sécurité incendie et ils ont déterminé, le ministre avait à ce moment-là donné 8 orientations pour améliorer la sécurité incendie au Québec, parce qu'à ce moment-là, au niveau des pertes de vie humaine, au niveau des pertes matérielles, au Canada, le Québec faisait figure de parent pauvre. Okay. Donc, il fallait donner un coup de barre. Au niveau aussi des équipements, les camions de pompiers qu'il y avait au Québec, encore là, on faisait figure de parent pauvre, donc on avait des vieux camions. Et puis, il fallait investir dans la sécurité incendie pour être capable de rattraper au moins la moyenne
canadienne au niveau des pertes de vie humaine et des pertes matérielles. Et ce schéma-là, ce qui nous a amené à faire, c'est qu'il a obligé les municipalités, à se regrouper. Parce que les petites municipalités, naturellement, s'il n'y avait pas eu ça, n'auraient pas été capables. Ça aurait coûté trop cher pour les petites municipalités de pouvoir se rencontrer toutes les normes, parce que là, ils ont rehaussé les standards, ils ont rehaussé les normes minimales dans ce domaine-là. Et puis, en se regroupant, on a permis aux petites municipalités et aux grandes villes de se mettre ensemble, se mettre en commun, optimiser les ressources, dans le fond, pour être capable là, de répondre à ces normes-là. Fait que ça nous a demandé ça. Le gros point, ça a été la prévention. Oui. Donc, le gros point, ça a été carrément la prévention. Donc, avant ça, si vous voulez, on avait la semaine de prévention des incendies où on faisait des évacuations des écoles, des foyers de personnes âgées, mais ça s'arrêtait là. Il y avait une semaine par année où on parlait de prévention. Maintenant, de la prévention, on parle de ça toutes les semaines de l'année. La prévention, c'était un gros volet. La formation maintenant, parce que tout à l'heure, je disais que si on était une des provinces qui avait le plus de pertes, si on était une des provinces qui avait le plus de pertes de vie, le plus de dommages, c'était, oui, par un manque d'équipement, mais c'était aussi par un manque de formation. Donc là, il y a eu une loi sur la formation des pompiers au Québec qui est instaurée. Et à ce moment-là, ça a également obligé les municipalités à former leurs pompiers, dans le fond. Oui. Donc, il y a eu l'avènement, ils ont mis l'École nationale de pompiers sur pied parce qu'on avait une carence au niveau de la formation aussi. Anciennement, c'était par les commissions scolaires, mais il y avait des problèmes. Pour les villes, si vous voulez, les grandes villes qui embauchent des pompiers à temps plein, ça reste encore à travers le système d'éducation. Okay. Mais pour les plus petites municipalités, qui ont, dans le fond, quelqu'un qui va aller à l'école, il veut suivre son cours de son DEP de pompier, bien, lui, il veut travailler à temps plein, il veut en faire un métier. Et ici, il ne fera pas un métier avec ça parce que c'est pas ça qui amène le pain et le beurre sur la table. C'est comme un sideline, c'est pas l'emploi principal. Donc, il va aller travailler dans les grandes villes. Mais pour nous autres, dans le fond, on n'est pas capable de recruter ces gens-là. Donc, il faut les former. C'est nous autres, on les embauche et c'est nous qui leur donnons la formation. Et avec l'École nationale de pompiers, donc le service d'incendie du géant et notre service d'incendie du secteur Est de la MRC Chapdelaine, de Beaume-Mistassini, on est tous les deux gestionnaires de formation pour l'École nationale de pompiers. Et on diffuse la formation, tous les modules de formation qui sont donnés par l'École nationale de pompiers. Donc, la formation était un gros aspect qui a fait améliorer. On a aussi fait la prévention, comme je vous disais, c'était le principal. On a aussi dû modifier la flotte de véhicules. Pour vous dire, là, dans les 10 dernières années, j'ai remplacé des camions 1958. On n'en voit plus beaucoup sur le chemin. Là, non, c'est ça. Des 62, des 68, des 69. Donc, on a fait beaucoup d'investissements. Je remercie les différents élus qui sont succédés là, au niveau du conseil municipal, des différents conseils municipaux, parce que ça a été des décisions qui n'étaient pas nécessairement tout le temps faciles. Ça coûte très cher. Oui, mais c'est essentiel. Donc, c'était essentiel et on a dû quand même aller chercher, aller remplacer la plupart des vieux véhicules. C'est des remplacements qui se font, là, si vous voulez, qui sont planifiés à long terme. Je suis très fier du service qu'on a parce que je peux vous dire qu'on a un service qui est efficace. Donc, on a une bonne force de frappe qui répond très rapidement. On a un service qui est non seulement efficace, mais qui est efficient. Donc, le rapport qualité-prix est important. Oui. Parce que toujours la capacité de payer des citoyens, donc on y va vraiment. On a un service, quand on dit, là, on parle du budget du service d'incendie, on est autour de 5 du budget global des municipalités. Okay. Et un service qui réussit à s'en tirer avec environ 5 du budget global, c'est un service qu'on dit qui est non seulement efficace, mais il est efficient aussi. Puis en plus, vous avez un immense territoire. Là, on parle de 20 000 km². Oui, ça, c'est au niveau des territoires non organisés. C'est pour ce 20, il y a un 2000 km², si vous voulez, qui est lui au niveau incendie. OK. Mais pour le 20 000 km², on va faire la désincarcération, le sauvetage nautique, sauvetage sur glace, l'évacuation médicale. C'est plus, les sauvetages. OK, là, on est plus au niveau des sauvetages. Ouais. Quand on parle de désincarcération, c'est les pinces qu'on utilise pour sortir les gens des véhicules quand il y a des accidents. Absolument, oui. Ensuite, vous allez dire sauvetage sur glace, c'est... Si quelqu'un en motoneige s'en va dans un secteur, exemple, justement ici, là, la rivière, des secteurs qui gèlent à peu près pas là, pendant l'hiver, puis s'il y en a qui s'en vont se promener là puis qui défoncent, là, on va être appelé pour aller secourir ces gens-là rapidement, là, parce que vous savez que l'hypothermie va se mettre très, très rapidement. Donc,
vais en profiter peut-être pour dire aux gens de s'en tenir aux sentiers balisés sur la rivière. Bon, en tout cas, ça, c'est un exemple. C'est plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire, oui. Vous faites une belle job de prévention. Quand on parle de sauvetage nautique, c'est l'été, les bateaux, les plaisanciers. Oui, sauvetage. Dans le fond, je peux vous dire qu'on a été avec on a une embarcation pneumatique. Oui. Et elle a servi, dans la première année qu'on l'a acquis, on a sauvé quelqu'un qui était sur un catamaran dans de la vague de 10 pieds, puis il était viré à l'envers, si vous voulez, par le vent. Les vents étaient trop forts. Et on a été le secourir, il était rendu en face du clocher de l'église de Saint-Prime, dans de la vague de 10 pieds. Mon Dieu. Et puis, on avait une équipe d'Alma, une équipe de Robertval, puis c'est nous qui l'avons trouvé. Là, avec le gars était content d'embarquer. Oui, c'est clair. Hein? Ça, je veux dire aussi que quand je vous ai parlé du 305 heures de formation au départ, là, ça compte pas ça. Là. Donc, ça, là, si je parle de désincarcération, tous les sauvetages que vous énumérez, c'est toutes des formations à part. Les formations d'officiers aussi, parce qu'il y a des officiers qui doivent diriger, dans le fond, parce qu'on a un système de commandement. Quand on va sur une intervention, il y a un commandant, puis il y a une ligne de commandement. C'est pas n'importe qui fait quoi. Il n'y a pas 10 chefs puis 2 Indiens. Il y a un chef puis 9 Indiens si c'est 10 pompiers. Puis parlons-en de l'intervention. Moi, mettons, là, le feu commence chez nous. Qu'est-ce que je dois faire? Ça serait quoi, moi, que je devrais faire comme personne? Bien, la première chose à faire, c'est en amont de l'incendie, c'est d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel par étape. D'avoir un détecteur de monoxyde de carbone, le cas échéant, si vous avez des appareils au combustible solide. À date, ça va bien pour moi. Ça va bien. Ensuite de ça, adopter des comportements prudents. Donc, essayer d'éviter qu'on aille à déplacer des pompiers. Donc, ça veut dire quoi, adopter des comportements prudents? Si vous travaillez dans votre garage avec une rectifieuse, vous faites en bon français du boffage, c'est de se mettre loin de tout ce qui est matériel combustible. Parce que les étincelles d'une rectifieuse, ça va s'en aller dans un coin de mur et ça va prendre en feu. Là. Être loin aussi de tous les liquides inflammables. Donc, ça, c'est important. À l'intérieur, au niveau de la cuisine, on ne fait plus, en l'an 2015, là, on ne fait plus des patates frites dans un chaudron sur le poêle. Malheureusement, on a encore, à tous les ans, on a encore des feux causés par ça. Les gens se font brûler, se ramassent au grand brûlé par ça. Donc, c'est vraiment à proscrire. On prend une friteuse, approuver CSA, une bonne friteuse avec un couvert fermé. Et ça fait la job. Si jamais il y a un début d'incendie arrivait avec de l'huile à patate frite, la meilleure chose à faire, c'est de mettre le couvert sur le chaudron, c'est fini. Il y en a qui vont prendre de l'eau, ils vont tirer ça, ils vont répandre le feu, ils vont se mettre en feu. Donc, ça, c'est d'adopter des comportements comme ça. Exemple, de ne pas surcharger les prises électriques. Donc, avoir des extensions, des rallonges, exemple aussi, qui sont approuvés CSA. Donc, c'est toujours penser à avoir un comportement, dans le fond, sécuritaire, à éduquer nos enfants. Souvent, des fois, c'est les enfants même qui ont... Parce qu'on va dans les écoles et souvent, on passe par les enfants pour améliorer les comportements de leurs parents. Mais oui, mais vous avez raison. Moi, j'avais oublié de changer les piles de mes détecteurs. C'est mon garçon qui me l'a fait penser. Voilà. Et là, bon, il faut faire attention à ça. J'imagine aussi que la diminution du tabagisme, ça a dû aider, ça? Ou c'était pas tellement un facteur? Non, c'était pas une grande cause d'incendie. C'est sûr qu'on a plus vu des cas avec des personnes âgées, exemple, qui vont s'endormir avec une cigarette là, ou au lit. Dans le fond, c'est sûr que c'est à proscrire. On ne fume pas. En général, on ne fume pas. C'est préférable, c'est sûr. Tantôt, vous me parliez du schéma de couverture de risque. Je n'ai pas parlé du volet aussi opération, parce que je vous ai parlé du volet prévention. Ils nous ont exigé faire de la prévention, ils nous ont exigé à faire de la formation, mais ils ont également exigé un volet au niveau de la force de frappe. Donc, ils nous ont demandé que, exemple, une municipalité comme nous autres, les municipalités qu'on a ici dans notre MRC, c'est d'être capable de répondre pour les villes, d'être capable de déployer 10 pompiers à l'intérieur de 15 minutes sur un feu de bâtiment confirmé ou un alarme incendie. Si on parle d'une plus petite municipalité, exemple moins de 5 000 habitants, à ce moment-là, on dit que la force de frappe, c'est 8 pompiers à l'intérieur aussi de 15 minutes. Donc ça, ils ont mis aussi une norme là-dessus. Donc, il a fallu se structurer. Mais nous autres, ici, dans le secteur, on répondait déjà à ces normes-là. Moi, je vous dirais que le schéma, qu'est-ce qui nous a fait avancer le plus? C'est au niveau ça nous a aidé au niveau du remplacement de la flotte de véhicules. Ça nous a aidé aussi au niveau de la prévention énormément. Et la prévention, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas été une dépense, c'est un investissement. Oui, c'est ça, parce que avec 100 feux de moins, sans appel de sans appel de moins, c'est des vies humaines c'est des gens qui ne sont pas décédés. C'est des pertes matérielles qu'on n'a pas. C'est des entreprises, parfois, qui ne se seraient peut-être pas reconstruites ici. Oui, c'est ça. Puis qui sont encore là. Donc, c'est important. C'est clair. Et là, même si j'ai tout fait ça, malheureusement, je ne sais pas, moi, la foudre frappe la maison, il y a le feu.
là, je vous appelle. Qu'est-ce qui se passe chez vous à ce moment-là? À ce moment-là, nous autres, comme je vous disais tout à l'heure, on a toujours des équipes de garde. Donc, les pompiers, dépendamment de la nature de l'appel, ça va dépendre de la nature. Certains appels, on va dépêcher 5 pompiers, d'autres appels, on va en dépêcher 10. Si je parle d'un appel qualifié incendie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 10 pompiers minimum. OK. Dépendamment de la situation, des fois, on peut même en dépêcher 15 en automatique sur cet appel-là. Lorsque les pompiers arrivent, c'est sûr que nous autres, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de la survie des personnes. On va s'assurer de la sécurité des personnes. Donc, est-ce que les gens sont sortis? Est-ce qu'il reste des gens à l'intérieur? Est-ce qu'on a un sauvetage à faire? Si on prend, par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé à l'île Verte. Donc, est-ce qu'il y a des gens que leur vie est en danger de façon imminente? À ce moment-là, on va se préoccuper des vies humaines. Donc, c'est la sauvegarde des vies. C'est la première valeur à protéger. C'est la première chose qu'on va faire. Si on n'a pas assez de ressources pour s'occuper à la fois du feu et des vies, on va s'occuper que des vies. OK. Après ça, on va s'occuper du feu. OK? Donc, une fois qu'on va s'être assuré qu'il n'y a pas personne, que sa vie est en danger immédiat, qu'il n'y a pas de sauvetage à faire, ou s'il y avait un sauvetage, le sauvetage est fait, on va s'être occupé d'avoir évacué les autres personnes qui n'étaient pas en danger immédiatement, faire un périmètre de sécurité, s'assurer que la situation va se contrôler puis qu'elle ne continuera pas à. Puis après ça, vous allez vous occuper du feu puis de le contrôler, de le maîtriser. Après ça, on va s'assurer que le feu cesse sa progression. Okay. Ça veut dire que si on parle d'un feu de contenu dans une chambre à coucher, exemple, on va s'assurer que le feu ne sorte pas de la chambre à coucher. Nous autres, on a des techniques, si vous voulez, comme on pourrait dire, qu'on va le sortir dehors. Donc, on va briser. Il faut toujours combiner l'aspect ventilation avec l'aspect attaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si c'est dans une chambre à coucher, par exemple, on va coordonner ça. Quand les gens sont prêts à rentrer à l'intérieur, ça nous prend toujours 2 personnes qui ont l'appareil respiratoire, qui sont prêts à rentrer, et 2 autres, qu'on appelle les backups, qu'on appelle les 2 personnes qui peuvent être appelés à aller secourir les 2 premiers s'il y a un problème. Ça prend toujours 4 qui sont endossés avec les appareils respiratoires prêts à rentrer. Combiné aux gens, sur les 10, j'en ai 4 qui sont avec les appareils respiratoires pour rentrer. J'en ai 2 qui sont au niveau de la ventilation. Donc, ça peut être une fenêtre qu'on a à casser ou ça peut être une trouée qu'on a à faire au toit, dépendamment où est rendu l'évolution de l'incendie. Si on arrive au début, c'est un feu de contenu, on va ventiler de façon horizontale. Donc, on va juste briser la fenêtre. Ils vont rentrer par la porte d'entrée, si vous voulez, puis on va pousser le feu dehors. Le feu va sortir par la fenêtre, si vous voulez. C'est un peu une image que je vous fais. Donc, ça va être notre travail. Si le feu est plus avancé, si, exemple, on parle d'un feu il s'est vraiment développé plus que dans la pièce d'origine, bien, à ce moment-là, les gaz chauds sont accumulés au plafond. Et on va devoir faire sortir ces gaz-là avant de rentrer pour ne pas brûler nos pompiers, pour ne pas se mettre en danger. Donc, c'est pour ça vous allez voir souvent les pompiers sur un toit de maison faire une trouée 4x4 qu'on appelle. C'est pour faire sortir les gaz chauds. Une fois que la trouée est effectuée, les pompiers vont rentrer de façon coordonnée aussi pour aller chercher le foyer d'incendie principal, éteindre le foyer principal. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, on va avoir plus de visibilité dans le bâtiment. Et là, on va finir l'extinction des plus petits foyers qu'il va y avoir un peu à gauche, à droite. Oh, c'est assez complexe, mais en tout cas, j'aime bien ça. C'est quoi l'organisme Pompiers du Partage? J'ai vu ça, puis Pompiers du Partage, ça a décollé justement avec des pompiers de la ville de Dolbeau-Mistassini. C'est dès le début, dans la première année, je pense que c'est en 2002 que ça a débuté. C'est qu'il y avait, dans le fond, dans le temps, il y avait le Club Lyon qui donnait des paniers de victuailles aux gens défavorisés pour la fête de Noël. Et puis, dans ces familles-là, il y avait nécessairement, la plupart du temps, des enfants. Donc, on amenait du manger pour ces gens-là, mais il n'y avait pas de cadeaux, il n'y avait pas de jouets pour les enfants. Parce que quand les gens allaient amener ça, allaient amener le manger, ils se rendaient compte que les enfants, souvent, il n'y avait même pas de jouets. Donc, nous autres, on savait que ça existait ailleurs. Tu sais, à Montréal, exemple, il y en a qui faisaient ça. Chicoutimi, à Ville-Saguenay, ça fait quand même longtemps qu'ils font ça. Et on s'est dit, pourquoi qu'on ne se partirait pas, cette œuvre-là, pour être capable de combiner au panier de nourriture, donner des jouets aux enfants. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on va passer, exemple, avec le Saint-Vincent-de-Paul, avec le CLSC, avec les Chevets de Colomb, avec tous les gens qui tournent autour des gens défavorisés, des gens défavorisés, parce qu'il y en a des gens défavorisés dans le secteur. On va savoir, exemple, une famille X, elle a un garçon de 2 ans et une fille de 5 ans. Bon, on va préparer un cadeau pour un garçon de 2 ans puis pour une fille de 5 ans, pour cette famille-là. Donc, ça marque par numéro de famille. Nous autres,
on n'y va pas, c'est pas nous autres qui va les porter. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, pendant toute la période de l'année, on recueille les jouets à la caserne ici de l'Hôtel de Ville. En passant, en 2014, on a manqué de jouets. Donc, oui. s'il y a des gens qui ont des jouets, les enfants sont rendus plus grands, ils s'en servent pas, puis les jouets sont encore bons, parce que c'est important de mentionner que on ne donne pas des jouets qui sont brisés. Donc, si vous nous apportez des jouets brisés qui ne se réparent pas, nous autres, on va simplement les jeter. C'est tellement une bonne idée. Au lieu de jeter nos vieux jouets, c'est une excellente idée. C'est ça. Ça fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait la cueillette des jouets, on les nettoie, on les répare le cas échéant. On va en acheter aussi, parce que des fois, les gens vont nous donner de l'argent pour qu'on achète des jouets. Parce que ce qu'on a aussi, c'est que souvent, pour des enfants de 5 ans et moins, bien, ça ne brise pas son jouet. Fait que souvent, on va être capable d'avoir des jouets pour cette classe d'âge-là. Mais quand on arrive plus vieux, ils vont passer à travers leurs jouets. Donc, c'est plus rare. On a plus de difficultés à avoir des jouets quand les enfants sont plus vieux. Donc, n'hésitez pas à nous apporter des jouets, puis on fait des heureux. On va en donner aussi, même quand il y a des gros incendies. Quand les familles ont tout perdu, on va donner des jouets aussi aux enfants qui avaient dans cette maison-là. C'est génial, ça. Dernière question. Est-ce que pour 2015, on vous souhaite une nouvelle caserne de pompiers? Bien, je pense que le vœu est finalement exaucé. Je veux remercier le conseil municipal d'avoir travaillé fort là-dessus, d'avoir accepté. On a travaillé très fort. On a réussi à avoir une aide financière du ministère des Affaires municipales, ce qui n'est pas rien, parce que c'est pas. Il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a beaucoup plus de demandes que ce qu'ils ont d'argent pour fournir à la demande. Et on a été accepté. Donc, on avait une bonne demande qui a été bien montée. Ça va nous permettre d'avoir les espaces de travail nécessaires parce que pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Ça va nous permettre également d'augmenter la rapidité de la force de frappe. On va avoir une meilleure force de frappe parce qu'on va être mieux situé. On n'aura plus besoin. Chaque véhicule va avoir une porte pour sortir. Présentement, exemple, si on a une désincarcération automobile, je dois sortir le camion échelle de la caserne, sortir le véhicule de désincarcération, rentrer le camion échelle avant de partir. C'est pas très opérationnel. On répond malgré tout avec des très bons temps, mais on va être capable d'améliorer nos temps de réponse de très bonne façon avec ça. On a aussi, l'année dernière, installer un centre d'entraînement à partir de containers sur le terrain où va être la caserne. Donc, on va être capable de passer de la théorie à la pratique. Étant donné qu'on a de moins en moins de feu, bien, il faut que les pompiers restent prêts. Oui. Il faut que les réflexes restent aiguisés. Donc, on doit entraîner nos pompiers. On les entraîne à tous les ans. Mais là, on va être capable de les entraîner dans des environnements qui sont les plus vraisemblables possibles dans ce centre d'entraînement-là. Hey, merci beaucoup, M. Quentin. C'est déjà terminé. Ça a passé très vite. C'était très agréable. Donc, continuez votre beau travail de prévention, puis on souhaite qu'il y ait de moins en moins, et même qu'il n'y ait plus jamais de feu dans notre secteur. Là-dessus, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Accès MRC. Merci. Au revoir.